vous plaît, vous avez soulevé un point, laissons le vice-président répondre. Ce n'est pas du tout vrai, il y a eu un rapport. Et Monsieur le Président. son salaire mirobolant alors qu'il n'a n'a rien fait de aucune mal. expérience dans Monsieur le l'énergie. Président, laissez-le répondre. Moi, je crois qu'il a fait quelque Il ne chose de souhaite mal. pas que je termine car il sait très bien que ce qu'il dit est faux. C'est un mensonge et Mais cela a crédité été par qui? prouvé Les médias? par tout le monde, par les médias, par nos alliés, par Évidemment, la parce Banque que les médias mondiale, refusent d'en parler. par tout le monde. Tout le monde a dit que c'était un mensonge. Même les personnes qui ont témoigné, qui ont prêté serment, Donc, je vais vous poser la Non, question. allez-y, Joe. monsieur le vice-président. Moscou lui a versé 3,5 millions. il y a des personnes de son administration qui ont prêté serment. Je vais vous donner la liste de ces personnes qui ont dit que j'avais fait du bon travail. À vrai dire, vous avez déjà licencié la plupart de vos collaborateurs. Attendez, vous avez le dernier mot. Et c'est difficile de prendre la parole avec un tel clown, pardon, Et avec le d'ailleurs, président. Joe, je me permets de vous dire, Monsieur le Président, 3,5 millions, Joe. Pourquoi est-ce qu'il méritait 3,5 millions versés par Moscou? Aujourd'hui, on souhaite parler d'éthique. Lui, il souhaite que l'on entache, il souhaite entacher la réputation de ma famille. Moi, ce n'est pas ce que je souhaite faire aujourd'hui. Ma famille a perdu une fortune en faisant ce qu'elle a fait. Monsieur le Aujourd'hui, Président, on n'est pas là pour parler de la famille du président ou de ma famille. Nous sommes ici pour parler de vous, de vos familles. Mais le président ne souhaite pas parler de ce dont vous avez besoin. Vous, le peuple américain, c'est de vous dont il s'agit. Voilà ce dont nous parlons ce soir. très bien, c'est la fin de ce chapitre. Passons au suivant. Essayez. Non, mais je voudrais dire un mot. Non, la réponse est non. Un point La très réponse important. est non. Monsieur, Cette histoire d'Ukraine, Monsieur, ce milliard de dollars. stop, Ce n'est pas vrai. messieurs. Alors, pardon de hausser la voix, Il a été enregistré. mais je ne sais pas pourquoi je devrais faire autre chose que vous deux. Ah, tout à Donc fait. voilà, nous avons 6 segments, nous avons fini celui-ci, nous passons au suivant. Et dans ce segment, vous allez tous les deux avoir 2 moments sans interruption. Et dans ces moments ininterrompus, vous pouvez dire, Monsieur le Président, ce que vous souhaitez. Je vais poser une question sur la race, mais si vous voulez parler d'autre chose, allez-y, je vous en prie. Mais je pense que ça servirait davantage le pays si nous laissons chacun parler sans interruption. Monsieur le Président, je vous demande de le faire. Franchement, vous avez davantage interrompu que les autres. Mais aussi, quand même, Voilà, il a on va essayer de faire comme ça. Une fois. Continuons. La question raciale. Monsieur le vice-président Biden, vous avez dit que le président Trump a eu pour réponse à la violence à Charlottesville il y a 3 ans, lorsqu'il parlait de gens très bien des deux côtés. C'est ce qui vous a fait lancer votre campagne présidentielle. Monsieur le président Trump, vous avez dit souvent que vous et vos collègues avez davantage fait pour les Noirs américains que n'importe quel président à une exception de près. Alors la question pour les deux, c'est pourquoi les électeurs doivent vous faire confiance davantage à vous qu'à votre rival pour traiter le problème racial que connaît ce pays pour les 4 prochaines années. Monsieur le vice-président Biden, vous avez la parole. C'est une question d'égalité, de justice, de décence. Il en va de la Constitution. Nous avons toujours aspiré à l'égalité pour tous les Américains. Mais le fait est que nous n'avons jamais réussi à concrétiser cette promesse. Mais nous ne nous sommes jamais écartés de ce principe, contrairement à lui. Essayez de vous rappeler ces gens à Charlottesville qui portaient des torches, qui des personnes antisémites. Il y a une femme qui a été tuée ce jour-là. Il y avait des membres du KKK et le président a dit que ces gens étaient des gens bien, qu'il y avait des gens bien des deux côtés. Personne, aucun président n'avait dit une chose pareille auparavant. Deuxième chose, lorsque George Floyd a été tué, il y a eu une manifestation pacifique devant la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'a fait le président? Il est sorti de son bunker. Il a eu recours aux militaires qui ont utilisé du gaz lacrymogène pour qu'ils puissent prendre une photo en brandissant la Bible devant une église. Et l'évêque de cette église a dit que c'était une honte. Même le général qui était aux côtés de Trump a dit que le président ne faisait que diviser la population et non pas les unir. C'est un président qui a
tout fait pour essayer d'attiser le racisme, la haine, le clivage. C'est un homme qui il dit qu'il aide les Afro-Américains, mais un Afro-Américain sur 1000 a été tué en raison du Covid-19. Et s'il ne fait rien, d'ici à la fin de l'année, ce sera un Afro-Américain sur 500 000. Un Afro-Américain sur 500 000. Cet homme dit qu'il est la planche de salut des Noirs américains. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il se préoccupe des Noirs américains? Il n'a rien fait pour eux. Il faut écouter ses discours. Et il faut voir ce qu'il fait. Et ce qu'il a fait a été catastrophique pour la communauté afro-américaine. Monsieur le Président Trump, vous avez 2 minutes. Pourquoi est-ce que les Américains devraient vous faire davantage confiance que votre rival pour la question raciale? En 1984, vous avez adopté une loi et vous avez appelé les Afro-Américains des super prédateurs. Ils n'ont jamais oublié, Joe. 2 minutes. Joe, vous l'avez fait, vous les avez traités de super prédateurs, ils n'ont jamais oublié. Et maintenant, je fais sortir des gens de prison alors que vous avez traité la population afro-américaine, cette communauté noire, vous l'avez traitée plus mal aussi mal que jamais par le passé. C'est pour ça que si vous regardez les sondages, aucun républicain n'est aussi populaire que moi auprès des Noirs américains que moi. Vous les avez qualifiés de super prédateurs et puis vous avez été d'autres mots encore pires. Et pour ce qui est du général dont vous parliez et l'Église, 250 leaders militaires, dirigeants militaires viennent d'exprimer leur soutien. Quant à la Floride, au Texas, à l'Ohio, à Portland, d'ailleurs, là encore, les responsables de la police ont dit tout leur soutien. Vous ne pouvez même pas dire le mot police. Parce que si vous dites police, vous allez perdre tous vos soutiens. Et pourquoi vous ne dites pas police? Parce que si la police nous avait appelé à Portland, si l'État nous avait appelé à Portland, nous aurions mis fin à ces troubles en une demi-heure. Ils ne veulent pas le faire. Mais que ce soit Chicago, Seattle, ceux qui nous ont appelés, ils ont levé les mains. Et c'était fini. En quelques minutes, c'était fini. 40 des villes qui ont le plus de problèmes sont démocrates, sont à gauche, et vous êtes dépendants d'elles. Or, les gens, les Américains normaux, eux, veulent la loi. Alors, j'aimerais revenir à la question raciale. Vice-président Biden, après la décision du grand jury dans l'affaire Breonna Taylor de ne pas poursuivre la police pour homicide, vous avez soulevé la question de savoir si la justice pouvait s'appliquer de manière égale en Amérique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un système judiciaire différent et non égal pour les Noirs américains dans ce pays? Il y a des injustices systématiques dans l'éducation, dans la santé, dans la police, mais la plupart des policiers sont des gens de bonne volonté qui risquent leur vie tous les jours pour prendre soin de nous. Mais il y a quelques pommes pourries. Et lorsque l'on trouve ces pommes pourries, eh bien, il faut les écarter de la police et il faut les tenir responsables. Et ce que je vais faire en tant que président des États-Unis, c'est réunir un groupe de personnes à la Maison-Blanche, des représentants de la police, de groupes de droits civils, et nous allons trouver une solution pour changer la façon dont les choses fonctionnent, pour avoir plus de transparence lorsqu'il y a lorsqu'il se passe des choses telles que ce qui est arrivé à George Floyd. Les policiers ne sont pas contents lorsqu'ils entendent parler d'histoires comme l'histoire de Breonna Taylor ou George Floyd. La plupart des policiers sont bien entendu contre à ces meurtres, mais la violence, bien entendu, n'est jamais acceptable. Les manifestations pacifiques sont acceptables. La violence n'est jamais acceptable. C'est quoi des manifestations pacifiques quand on entre dans un centre-ville, on détruit tout, les voitures, les magasins, etc. J'aimerais poursuivre sur la question raciale et je vous promets de revenir à la question du droit et de l'ordre plus tard. Ce mois-ci, votre administration a demandé aux agences fédérales de mettre fin
aux formations dans sensibilité raciale qui alimentent la théorie raciale. Pourquoi avez-vous décidé de faire cela, de mettre fin à ces formations raciales, et pourquoi pensez-vous qu'il y a du racisme? J'y ai mis fin parce que c'est raciste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient qu'on leur demandait de faire des choses qui étaient absolument folles, parce que c'était une révolution radicale, extrémiste qui avait lieu dans notre armée, dans nos écoles, un peu partout aux États-Unis. Vous le savez, et tout le monde le savait, et vous aussi vous savez. Si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas aucun statut dans la vie, et on payait des gens des milliers de dollars pour enseigner à des gens très simples des idées, de très mauvaises idées. En fait, on leur apprenait à détester les États-Unis. Ça, je ne le permettrai pas. Il faut revenir aux valeurs fondamentales de notre pays. Or, ces gens disaient, les États-Unis, c'est le pays le pire qui existe, le plus raciste. Ils leur apprenaient la détestation, la haine des États-Unis. Ça, je ne le permettrai pas. Personne ne fait cela. C'est lui, le raciste. Je maîtrise bien plus ce sujet que lui. Le fait est qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que les gens réussissent à se mettre à la place des autres, afin que nous comprenions ce qui cause du tort aux autres. Personne ne souhaite, bien entendu, la plupart des gens ne souhaitent pas blesser les autres, mais de telles formations changent sensiblement les choses. Cela permet à un enfant de grandir et d'avoir une estime de soi. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, quand j'étais petit, qui me regardaient de haut car nous n'avions pas beaucoup d'argent, nous étions des catholiques d'origine irlandaise. Il y a des personnes qui méprisent ceux qui ne sont pas de la même couleur qu'eux, mais nous sommes tous des Américains. La seule façon de réunir les Américains, c'est de n'exclure personne. Et si nous sommes ensemble, nous pouvons tout accomplir. Nous pouvons relever le défi du racisme. Président Trump. Pendant le gouvernement Obama-Biden, il y avait tellement de divisions, tellement de haine. Souvenez-vous de Ferguson, beaucoup d'autres villes, Oakland. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Oakland, à Baltimore. Franchement, c'était plus violent que ce qu'on observe aujourd'hui. C'est ridicule. C'est que les démocrates, absolument ridicule. Ces villes ne veulent pas parler de police, ne veulent pas parler de maintien de l'ordre. Vous êtes favorable au maintien de l'ordre? Bien entendu, favorable au respect de la loi. Favorable au maintien de l'ordre? Loi et ordre. Loi et ordre. Et justice également. Il faut que tout le monde soit traité sur un pied d'égalité. La criminalité a baissé de 17% sous l'administration Obama, alors qu'avec l'administration Trump, baissé encore. D'accord. C'est lui le président des États-Unis aujourd'hui. Monsieur le Président, vous allez être très content parce que nous allons parler de loi et d'ordre. Là où on a du problème, ce sont ces villes gouvernées par C'est des démocrates. exactement ma question. Il y a eu une augmentation radicale des homicides en Amérique, en particulier cet été, et vous accusez souvent les maires et les gouverneurs démocrates, mais en fait, on se rend compte que les chiffres sont les mêmes dans les villes républicaines comme Fort Worth ou Tulsa. Donc, est-ce que c'est vraiment une question partisane? Je crois que c'est partisan. Vous pouvez trouver un ou deux exemples. Genre, si vous prenez Chicago et regardez ce qui se passe à Chicago où 58 personnes se sont tirées dessus et 8 sont morts. À New York, regardez un petit peu, 150%, 200% d'augmentation de la criminalité. C'est fou, c'est dingue ce qui se passe à New York. Et lui ne veut pas dire le mot de police ou de maintien de l'ordre parce qu'il ne peut pas, parce qu'il va perdre son soutien d'extrême gauche, ses soutiens d'extrême gauche, et là, ce sera fini pour lui. Mais je veux dire, si les États-Unis étaient gérés comme lui veut gérer les États-Unis, nos belles banlieues ne seraient plus ce qu'elles sont. Il ne sait pas à quoi ressemble une banlieue. Il n'est jamais allé dans une banlieue. Je connais les banlieues. Moi, j'ai grandi dans une banlieue dans les années 50. Les banlieues sont intégrées dans une grande mesure. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui amènent leurs enfants au football. Il y a des Noirs, des Blancs, tout comme par le passé. Ce qui menace véritablement les banlieues résidentielles aujourd'hui, c'est son échec avec le Covid-19. Il y a beaucoup de personnes qui meurent dans les banlieues. Et il y a également la question de l'environnement, car il y a des problèmes d'inondation, des problèmes d'incendie, de feux de forêt. Voilà pourquoi
pourquoi les banlieues résidentielles sont menacées. Je veux parler de cette question de loi et d'ordre, ceci dit. Alors, dans votre recommandation conjointe du groupe de travail Bernie Sanders-Biden, vous parliez de réimaginer la police. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que, si vous permettez de finir la question, qu'est-ce que ça veut dire une politique réinventée? Et est-ce que vous soutenez le mouvement Black Lives Matter et leur appel pour un contrôle de la communauté des définitions politiques? Moi, je pense que la police doit avoir la possibilité de faire face aux menaces auxquelles elle est confrontée. Je ne suis pas favorable à ce que l'on désinvestisse. Non, au contraire. À vrai dire, c'est lui, son budget. Le budget de Trump signifie qu'il y aura des coupes budgétaires pour la police. Non, ils ont besoin de davantage d'assistance. Lorsque quelqu'un appelle la police, il faut qu'il y ait des psychologues, des psychiatres pour faire en sorte que les policiers n'aient pas à utiliser leur arme à feu. Pour désamorcer les tensions, il faut que nous ayons une police de proximité comme avant, où les policiers connaissent les gens de leur communauté. C'est comme ça qu'on a réussi à faire baisser le taux de criminalité. Le taux de criminalité a baissé lorsque j'étais au pouvoir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non. Nous n'avons pas le temps. Alors, j'en reviens à un sujet qui est la question des manifestations. Dans beaucoup de villes, elles sont devenues violentes. À Portland, par exemple, en Oregon, nous avons eu 100 journées d'affilée de manifestations. Alors, vous parlez de manifestations pacifistes, mais beaucoup ont tourné à l'émeute. Monsieur le vice-président, vous dites que les gens qui commettent des crimes doivent être responsables de ces crimes. Mais la question que j'ai en tant que candidat démocrate, et vous avez dit tout à l'heure que vous étiez à présent le Parti démocrate, est-ce que vous avez appelé le maire ou le gouverneur démocrate de Portland ou d'Oregon en disant mettez fin à cela, prenez la garde nationale, faites ce qu'il faut, mais arrêtez, mettez fin à ces jours et ces mois de violence? Je n'ai pas de fonction officielle aujourd'hui. Je suis l'ancien vice-président et je l'ai dit clairement. J'ai dit clairement lors de mes déclarations publiques que les criminels devaient être tenus responsables et traduits en justice. Pardonnez-moi, monsieur, mais vous n'avez jamais demandé aux responsables de Portland et d'Oregon d'appeler la garde nationale et de mettre fin à 100 journées de violence. Si Trump ne s'en mêle pas, les autorités sont tout à fait à même de régler le problème. Alors, j'ai posé une question au vice-président. Tiré sur un jeune. Monsieur le Président, Président Trump, n'a rien fait. Président Trump, je vous en prie, monsieur, allez-y. Son ancien porte-parole a dit que lorsqu'il y avait du pillage, de la révolte, cela servait ses intérêts. Qui? Kellyanne Conway. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit, son ancienne porte-parole. Ce qui compte, c'est la chose suivante. C'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie d'attiser la situation. Il n'essaie pas de désamorcer les tensions. Au lieu d'aller sur place et de réunir tout le monde pour trouver une issue à la crise, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne fait que mettre de l'huile sur le feu en permanence. D'accord. Alors, pour la fin de ce segment, je vous donne la parole pendant 2 minutes, monsieur. Vous avez, non, répondre à ce qu'il a dit. Parlez sans arrêt. Il a dit je vous pose une question. Quelque chose. Si vous voulez, on échange nos places. Très rapidement, j'aurais envoyé la garde nationale, ça aurait été réglé tout de suite. D'accord. Vous avez plusieurs fois critiqué le vice-président de ne pas avoir appelé les antifas, ou défini les antifas et d'autres groupes d'extrême gauche. Mais est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à condamner les suprémacistes blancs et les milices pour dire qu'elles doivent se retirer et arrêter de jeter de l'huile sur le feu dans beaucoup de villes comme Kenosha ou comme Portland? Bien sûr, je suis tout à fait prêt à le faire. Je dirais que tout ce que je vois, quasiment à chaque fois, c'est la gauche, c'est pas la droite. Moi, je veux bien, il n'y a aucun problème. Allez-y, dites-le. Allez-y, dites-le.
Qu'est-ce que vous voulez? Suprémaciste blanc. Qu'est-ce que vous voulez que je condamne? Donnez-moi juste deux noms. Et groupe d'extrême droite. Les Proud Boys, d'accord. Alors les Proud Boys, restez chez vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Il va falloir agir contre Antifa et l'extrême gauche parce que c'est pas la droite, c'est la gauche. Là, c'est la gauche. Le directeur du Antifa, c'est une idée, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une milice. Et les milices, son propre directeur du FBI a dit que les milices d'extrême droite étaient dangereuses. Ça y est, c'est fini. On va passer au segment suivant. On passe au segment suivant. Antifa, ce n'est pas une idée. Antifa, c'est un groupe, un mauvais groupe. De votre administration, je vais vous dire, ce n'est pas une bonne idée. Antifa, c'est une organisation dangereuse, Messieurs, radicale, extrémiste. Au sujet suivant, je vais poser la question. Merci. Lorsqu'un président cherche à se faire réélire, c'est en général un référendum de son bilan. Monsieur le vice-président Biden, vous aimez citer la citation suivante: ne me comparez pas au tout-puissant, mais comparez-moi à l'alternative. Et en l'occurrence, vous êtes l'alternative. Donc, je vous pose la question sur vos bilans. Pourquoi vos électeurs, les électeurs, devraient vous choisir pour président plutôt que votre rival? Sur ce segment, Monsieur le Président, vous commencez. 2 minutes. Jamais il n'y a eu un gouvernement, une administration, un président qui ait fait davantage que moi en 3 ans et demi. Et ça, malgré le canular de l'impeachment. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Hillary Clinton. On voit bien l'escroquerie qui s'est produite. Malgré tout cela, malgré toute l'opposition, jamais une administration américaine n'en fait autant avant le Covid. L'économie la plus extraordinaire au monde, les chiffres du chômage au plus bas, tout marchait bien. Et il y avait pas mal d'unités d'ailleurs dans le pays. Pour la première fois, je recevais des appels. On me disait, mais regardez ce qui se passe, ce qui est passé avec le Covid. Mais là, on est en train de reconstruire l'armée, y compris Space Force et beaucoup d'autres choses. L'administration des vétérans, des anciens combattants, qui n'étaient si mal couverts par la santé à cause de lui, et maintenant 91% de soutien de la part de nos anciens combattants, dont nous nous occupons très bien. On reconstruit l'armée, les emplois, et peut-être le plus important de toutes ces choses, 300 juges et 3 formidables juges de la Cour suprême en un mandat. Et pourquoi est-ce que j'ai autant de juges? Parce que Obama et Monsieur Biden m'ont laissé 128 postes vacants. On ne fait pas ça. Et si j'étais membre de son parti, parce qu'ils ont une philosophie un peu différente, si vous nous laissez 128 postes vacants, vous ne pouvez pas être ni un bon président ni un bon vice-président. Mais quand même, je les remercie parce que d'ailleurs, à la fin de ce mandat, 300 juges élus, c'est un record. Vos bilans respectifs. Pourquoi, Monsieur le vice-président, vous devriez être élu président plutôt que Monsieur Trump? Avec l'administration Trump, nous avons été affaiblis. Nous sommes plus malades, plus pauvres, plus divisés. Le pays est plus violent. Lorsque j'étais vice-président, nous avons hérité d'une récession. On m'a demandé de renouer avec la croissance. Ce que nous avons fait, il a hérité d'une économie en pleine croissance et il a provoqué la récession. Nous sommes affaiblis également. Moi, j'aurais affronté Poutine et je lui aurais dit que nous n'allions pas le tolérer, alors que lui, c'est sa marionnette. Il refuse de critiquer Poutine, alors même que la Russie donne des primes pour les soldats américains tués. 3,5 millions de Moscou. Une seconde. Monsieur le Président, votre campagne était d'accord pour dire que chacune des deux parties pourrait répondre sans interruption pendant 2 minutes. Vous avez signé, vous étiez d'accord, donc pourquoi ne pas respecter ce que vous-même avez choisi? Il ne tient jamais parole. Non, c'est pas une question rhétorique. Allez-y, monsieur. Est-ce que vous voulez bien me redonner les 30 secondes que je viens de perdre? Très bien. Donc, troisièmement, nous sommes plus pauvres. Les milliardaires se sont enrichis de 300 à 400 milliards de dollars de plus depuis le début de la crise sanitaire, alors que vous, à la maison, vous êtes appauvris.
Vous avez plus de difficultés qu'avant. Le pays est plus violent. Lorsque j'étais au pouvoir, il y avait 15% de crimes de moins qu'aujourd'hui. Il est président des États-Unis. C'est sa responsabilité. Pour ce qui est du fait que le pays est plus clivé, on ne peut pas être aussi divisé. Pour ce qui est de mon fils, la façon dont vous parlez de l'armée, le fait que vous dites que les militaires sont des perdants, des gros nuls, des ratés, mon fils était en Irak. Il y a passé 1 an. Il est revenu avec l'étoile de bronze. Il a été médaillé. Ce n'était pas un raté, c'était un patriote. Et les personnes qui ont servi sous les drapeaux sont des héros. Vraiment, vous parlez de Hunter? Je parle de mon fils, Beau Biden. Je ne connais pas Beau, je connais Hunter. Hunter s'est fait renvoyer. Ce n'est pas vrai. Pour utilisation de cocaïne. Il s'est fait renvoyer de l'armée. N'est vrai. Et quand vous étiez vice-président, il a fait une fortune en Chine, en Ukraine, en Russie, et il n'avait pas de vrai emploi. Mon fils, comme beaucoup de personnes que vous connaissez, a eu un problème de toxicomanie. Il est sevré désormais et je suis fier de lui. Je suis fier de mon il a fils. reçu des dizaines de millions. Il n'a pas reçu des dizaines de millions de dollars. C'est un mensonge. Président Trump, nous avons déjà parlé de ça. Je pense que le peuple américain a plutôt envie d'entendre du fond, de la substance. Et en tant que modérateur, Monsieur le Président, je lance un appel. Quand quelqu'un reçoit 3,5 millions de dollars de la femme du maire de Moscou, bon. Un rapport a été publié et montre que c'est un mensonge. J'aimerais parler du changement climatique. Moi aussi. Bien. Les feux de forêt à l'ouest ont fait des ravages, des millions d'hectares, déplaçant des centaines de milliers de personnes. Les experts en donnent la cause au changement climatique. Monsieur le Président, vous dites que les experts ne savent pas, ont tort. Vous avez reculé sur un grand nombre d'accords d'Obama en matière climatique. Pourquoi vous ne croyez pas en la science en termes de changement climatique et que feriez-vous dans les 4 prochaines années sur ce sujet? Une eau pure, de l'air pur, le plus pur possible. On est à des niveaux d'émissions de carbone très bas historiquement. Les chiffres sont très bons et pourtant nos entreprises continuent à fonctionner. L'accord de Paris, c'était désastreux de notre point de vue. Et d'ailleurs, les gens sont très contents de ce qui se passe parce que nos entreprises, notre secteur se porte très bien. Pour ce qui est des feux de forêt, il faut la bonne gestion des forêts comme tout le reste. Les forêts sont pleines de vieux arbres qui sont très secs, qui sont là depuis des années, plus les feuilles et vous laissez tomber un mégot et voilà, c'est une question de gestion de la forêt. Que pensez-vous de la science en matière de changement climatique? Je pense qu'il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour disposer d'un air et d'une eau immaculée, absolument pure. Et nous plantons, vous connaissez le projet de milliards d'arbres, nous plantons 1 milliard d'arbres. Normalement, la pollution générée par l'être humain alimente le changement climatique. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, d'une certaine façon, d'une certaine mesure. Mais je crois aussi qu'on doit mieux gérer nos forêts. Tous les ans, on m'appelle et on me dit la Californie est en train de brûler. La Californie est en train de brûler. Si ça avait été nettoyé, si la gestion des forêts était bien faite, on n'aurait pas ça. En Europe, par exemple, il y a une bien meilleure gestion des forêts. J'étais avec le chef d'un pays, responsable d'un pays très important et qui m'a dit nos arbres sont beaucoup plus secs, brûlent beaucoup mieux que les arbres en Californie et nous n'avons pas ce problème. Pourquoi est-ce que nous avons ces incendies? Parce qu'il y a un défaut de maintenance, d'entretien des forêts.
du changement climatique. Pourquoi alors êtes-vous revenu sur le plan d'Obama qui visait à limiter les émissions de carbone dans la production énergétique? Pourquoi est-ce que vous avez assoupli les normes sur les énergies fossiles qui vont créer davantage de pollution? Pas vraiment, parce que la voiture est beaucoup moins chère, c'est une voiture beaucoup plus sûre, et c'est une toute petite différence. Et qu'est-ce qui se passerait à cause du coût de la voiture? Vous auriez doublement, triplement des achats de voitures. Nous avons de vieilles voitures qui sont ceux qui constituent notre flotte. Si on faisait ça, vous auriez des voitures moins chères. Non, mais là, les gens pourraient se payer une voiture. Et d'ailleurs, on va voir comment ça se fait, mais il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. La voiture est devenue si chère à cause de tout ce système électrique, etc. Et d'ailleurs, j'ai rien contre la voiture électrique. J'ai investi pas mal, etc. Mais ce qu'ils ont fait en Californie, c'est juste de la folie. J'aimerais que vous répondiez au bilan au changement climatique du président, mais aussi sur vos propositions. Vous avez proposé de 3 milliards de dollars dans des emplois verts. Vous avez parlé de limiter le fracking et réduire l'utilisation d'énergie fossile pour la production énergétique d'ici 2025. Alors, le président dit que ça va coûter beaucoup d'emplois. Il a tort, totalement tort. Deuxièmement, lorsque j'étais vice-président, nous avons réduit le prix des énergies renouvelables à un tel point que l'énergie renouvelable était moins chère que le charbon. Personne ne va construire une centrale à charbon aujourd'hui ou une centrale qui fonctionne avec la fracturation hydraulique. Il faut se tourner vers les énergies renouvelables. Par ailleurs, nous devons utiliser la flotte fédérale des véhicules et faire en sorte que ce soit des véhicules électriques. Pour ce faire, nous allons créer 500 000 stations de recharge sur toutes les autoroutes. Nous allons bâtir une économie qui va nous permettre de reconvertir 4 millions de bâtiments pour qu'ils soient davantage isolés, afin qu'il y ait beaucoup moins d'émissions, car il n'y aura pas de déperdition de chaleur. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire aujourd'hui pour créer des milliers et des milliers d'emplois. Nous pouvons atteindre d'ici à 2035 un niveau où il y aura beaucoup moins d'émissions. Et cela ne va pas détruire des emplois. Au contraire, cela va créer de bons emplois, des emplois qui paient bien, des emplois qui ne paient pas le SMIC, des emplois qui paient bien en ayant une nouvelle infrastructure qui est respectueuse de l'environnement. Et la première chose que je vais faire après ma prise de fonction, c'est ratifier de nouveau l'accord de Paris. L'accord de Paris est en train de s'effondrer. Et pour ce qui est de la politique étrangère, la forêt vierge au Brésil est en train d'être détruite. L'Amazone absorbe, la forêt amazonienne absorbe bien plus de CO2 que les États-Unis. Donc, il faut faire en sorte que tous les pays du monde puissent se réunir. Il faut mobiliser des milliards de dollars, donner des milliards de dollars au Brésil pour que le Brésil cesse le déboisement de la forêt amazonienne. Et qu'en est-il de l'argument du président Trump qui dit que vous devez équilibrer les intérêts environnementaux et les intérêts économiques, et lui a tracé sa ligne? Qu'en est-il de vous? Non, il n'a tracé aucune ligne. Il dit que le méthane, ce n'est pas problématique, par exemple. Aujourd'hui, on peut émettre plus de méthane qu'avant. Le méthane, ce type dit que nous n'avons pas besoin de réglementation sur le carburant utilisé par les voitures. Et c'est vrai, c'est la vérité. Il parle du Green New Deal. Et c'est pas 2 milliards ou 20 milliards. C'est 100 Moi, je suis en train de vous parler de milliards de dollars pour détruire des bâtiments et les reconstruire. Il n'y a rien de plus idiot qu'on puisse imaginer.
un système où il y aura plus d'avions, peut-être plus de vaches aussi, non, etc. Donc, Ce n'est pas vrai, ce sont des sommes que nous ne retrouverons jamais. S'il vous plaît. En fait, j'ai étudié vos plans et ça suppose d'augmenter les subventions, les bâtiments énergétiques efficaces pour en construire 2 millions. Alors, la question, je sais que certains qui soutiennent le président disent que ça va coûter beaucoup d'argent et faire mal à l'économie. Cette stratégie va créer des millions d'emplois, des emplois qui paient bien. Et il ne sait pas comment me laisser finir. Le fait est que cela va créer des millions d'emplois qui paient bien, de bons emplois. Et il y aura des incitations fiscales pour que les gens isolent leur maison et ils souhaitent se débarrasser de cette réglementation alors que cela va nous permettre d'avoir une économie beaucoup plus sûre. Oh, regardez ce que cela nous coûte à chaque fois lorsqu'il y a des ouragans. Bon, à vrai dire, lui se moque tout à fait de la Nouvelle-Orléans. Vous passez votre temps à inventer des choses. Nous allons nous trouver dans une situation, si je suis élu, où nous pourrons créer de bons emplois, des emplois qui paient bien, respectueux de l'environnement. Nous dépensons des milliards de dollars à l'heure actuelle pour lutter contre les inondations, la montée des eaux. Nous sommes dans une situation très grave. Regardez, dans le Midwest, il y a des ondes de tempête qui ravagent des États comme l'Iowa. Ce n'était pas le cas avant, et ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Nous sommes responsables de 15% du problème. Donc, nous devons travailler avec les autres pays et c'est pour ça que nous devons joindre de nouveau l'accord de Paris. Alors, Chris, j'ai une question. En 47 ans, pourquoi il ne l'a pas fait? Vous étiez vice-président. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? La Chine, la Russie, l'Inde polluent énormément et nous, on doit ne pas polluer. Et d'ailleurs, il a dit un certain nombre de choses. Le Green New Deal, c'est 100 milliards de dollars. Le nouveau deal vert, ce n'est pas ma stratégie. Il a dit quelque chose sur l'armée. Il a dit que j'avais dit quelque chose sur l'armée. Lui et ses amis l'ont inventé et ensuite ils l'ont répété. J'ai jamais dit ça. Monsieur le vice-président. Mais lui, par contre, il a traité les militaires qui étaient devant lui de sales cons. C'est pas vrai. Allez-y, monsieur le vice-président. Répondez, s'il vous plaît, à cette dernière question. Alors, je ne me souviens pas de sa dernière question, il y en avait tellement. Oui, c'est difficile pour moi aussi. Sur l'économie et sur la question du coût. Pour ce qui est de l'économie, le Green New Deal, le New Deal vert et toute la question environnementale. Le New Deal vert sera autofinancé. Nous n'allons pas construire des usines qui polluent énormément. Excusez-moi. Donc vous soutenez non, je ne suis pas favorable au New Deal vert. Ah ben voilà, c'est intéressant de l'apprendre. Oh, tu viens de perdre la gauche extrême. Moi, je soutiens le plan Biden, le plan que j'ai formulé, qui n'est pas le même que ce qu'il appelle le New Deal vert d'extrême Messieurs, gauche. dernier segment, intégrité des élections. Nous sommes ici ce soir et des millions d'Américains reçoivent en ce moment même des bulletins de vote. Quel niveau de confiance devons-nous avoir pour dire que ce sera une élection équitable et qu'êtes-vous prêt à faire au cours des 5 prochaines semaines parce qu'il y aura bien sûr le jour de l'élection, mais également le décompte après le jour de l'élection. Qu'êtes-vous prêt à faire pour assurer le peuple américain en leur disant que le prochain président américain sera le vainqueur légitime de l'élection? Segment final, monsieur le vice-président. Il faut aller se voter. Il faut aller voter. Aller sur Internet. Il y a un site Internet qui vous permet de savoir comment voter. C'est ça qui compte. Son directeur de la sécurité intérieure a dit lui-même, et le directeur du FBI a dit que le vote par correspondance n'était pas dangereux, qu'il n'y aurait pas de trucage de l'élection à cause du vote par correspondance. En raison du Covid-19, beaucoup de personnes vont voter par correspondance. Et il fait la même chose, à vrai dire. Il est dans le bureau ovale et il vote par correspondance en Floride. Deuxièmement, nous allons veiller à ce que toutes les personnes qui souhaitent voter en personne puissent le faire. Car il y aura du personnel dans les bureaux de vote. Nous allons respecter la distanciation sociale. Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'au début du dépouillement.
Lui, il essaie en fait de dissuader les électeurs d'aller voter. Il essaie de les effrayer. Il leur dit que l'élection ne sera pas légitime. Et moi, je vous encourage à vous rendre aux urnes. C'est vous qui allez déterminer le résultat de ce scrutin. Allez voter. Allez voter. Si vous le pouvez, votez le plus tôt possible dans votre État. Si vous souhaitez voter dans le bureau de vote, allez-y. Choisissez la façon qui vous convient le plus. Il ne peut pas vous empêcher de voter et de déterminer le résultat de cette élection. Lorsque le dépouillement aura été fait, le résultat sera accepté. Si je gagne l'élection, je l'accepterai. Si je perds l'élection, j'accepterai le résultat du scrutin. Mais lui, il dit qu'il ne sait pas s'il acceptera le résultat, mais cela ne compte pas. Car si nous réussissons à dépouiller tous les bulletins de vote, tout sera terminé. Il quittera la présidence, il ne restera pas au pouvoir. Donc, allez voter. Comprenez bien que vous avez la possibilité de déterminer le destin de ce pays pour les 4 prochaines années. Est-ce que nous allons changer ou est-ce que nous allons continuer avec ces mensonges pendant 4 ans? Donc, quand Joe nous parlait de transition, il n'y a pas eu de transition quand j'ai gagné cette élection. Et si vous regardez Hillary Clinton et tous ces gens, il n'y a pas eu de transition parce qu'ils sont arrivés dans mon dos à essayer de fomenter un coup d'État, à espionner ma campagne. Dès le jour où j'ai descendu l'escalier avec la première dame, ils ont commencé tout cela. Ils ont été catastrophiques, un désastre pour notre pays. Et on les a, on sait ce qu'ils ont fait. Vous avez eu l'idée de la loi Logan avec le général Flynn. Et d'ailleurs, en un sens, nous savons également ce que vous avez fait. Et Obama aussi. Donc, ne me parlez pas d'une transition. Pour ce qui est de ce mode de scrutin, c'est un désastre. Un bulletin qu'on a demandé, oui, il n'y a pas de problème là. On le demande, on le reçoit, on le renvoie. Par contre, si le bulletin n'a pas été sollicité et on en envoie des millions, il y a de la fraude, on a trouvé à Krings, on en a retrouvé un peu partout dans des zones démocrates. En double, c'est une fraude à un niveau jamais vu. Bon, on verra bien quels sont les résultats et je pense que ce sont de bons résultats parce que les gens sont ravis de ce que nous avons fait, mais il va peut-être falloir des mois pour le savoir parce qu'il y aura ces bulletins partout. Regardez ce qui s'est passé à Manhattan, dans le New Jersey, en Virginie et ailleurs. Ils ne perdent pas de 2%, je pense ce qui serait déjà beaucoup parce que c'est suffisant pour faire basculer une élection, mais ils en perdent 30%, 40%, c'est une fraude. Et imaginez qu'ils disent, il faut que vous ayez votre bulletin le 10 novembre, c'est-à-dire 7 jours, en théorie, après l'élection. Il y a de vrais problèmes dans des États qui sont tous des États démocrates. Ça y est, le temps est écoulé. Monsieur le Président, vous allez pouvoir continuer, mais ça fait des mois que vous dites que ça va être un désastre, ce vote par correspondance, que ça va mener à la fraude, mais en 2018, c'est-à-dire aux midterm élections, aux élections de moyen terme, il y a 3 millions de personnes qui ont voté comme ça. Plus d'un quart de tous les électeurs de cette année-là qui ont envoyé leur vote par correspondance, par la poste. Qu'allez-vous en faire? Et est-ce que vous comptez sur la Cour suprême, y compris donc la juge Barrett, pour régler la question? Oui, je compte sur eux pour regarder un petit peu cette histoire de bulletins. J'espère qu'on n'aura pas besoin de leur aide pour ce qui est d'élection elle-même. Mais pour ce qui est des bulletins, oui, je trouve, parce que c'est incroyable ce qui est en train de se passer. J'ai lu un article aujourd'hui qui disait qu'au moins 1% des bulletins de 2016 avaient été invalidés. Et ils les regardent et ils jettent, oh, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Comment ça? Des millions de bulletins. Qu'est-ce qu'on fait? On demande son bulletin. Je vous pose la question. Et là, on le reçoit, ou alors on va voter en personne. On va voter en personne. Comme on faisait autrefois. Il y a des millions de personnes. Chris, soit vous demandez votre bulletin, il vous arrive et vous le renvoyez. Et là, vous avez des gens qui font de la distribution. Vous avez vu ce qui est passé en Virginie occidentale. On les vend, on les distribue
redistribue, on les jette dans des rivières. C'est horrible ce qui se passe dans notre pays et ça ne va pas bien se terminer. Ça ne va pas bien finir. Monsieur le vice-président. Il y a beaucoup d'États qui utilisent le vote par correspondance depuis longtemps, notamment des États républicains. Et il n'est pas nécessaire de demander le bulletin, on vous l'envoie directement chez vous. Ce que nous sommes en train de dire, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que d'ici, donc, il faut, lorsque vous envoyez votre bulletin de vote, même s'il arrive le 7 novembre, s'il y a le tampon de la poste qui montre que vous l'avez envoyé avant l'élection, il est validé. Monsieur le vice-président Biden, c'est tellement faux ce qu'il dit, Chris. Vice-président Biden, le principal problème en fait au cours des années de ce vote à correspondance, c'est pas la fraude historiquement, c'est que des quantités considérables de bulletins se perdent parce qu'ils ne sont pas complètement bien remplis ou parce qu'ils ne respectent pas les règles. Donc la question c'est, est-ce que ça vous inquiète que la Cour suprême, avec le juge Barrett, prenne une décision sur le sujet? Je suis préoccupé par le fait que n'importe quelle cour se saisisse du dossier. Lorsque vous recevez votre bulletin et vous le remplissez, il y a un affidavit. Il y a une façon d'attester que c'est bien vous qui a rempli le bulletin. Et donc, il faut pouvoir attester que c'est vous qui l'avez signé, qui avez rempli le bulletin de vote. Il faut savoir pour qui la personne a voté. Si ensuite le bulletin est écarté, eh bien, il est possible néanmoins de contester la décision. Très bien. Très bien. Messieurs, j'ai une dernière question. Millions de bulletins qui viennent inonder le système. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire ça. D'accord. Il y a déjà eu 80 millions de bulletins. On peut en parler. C'est honteux. Dans 8 États, les votes n'ont pas le droit, ne sont pas autorisés par correspondance. Ils ne peuvent pas ouvrir les bulletins, les courriers, jusqu'à le jour de l'élection. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de résultats, beaucoup de bulletins dont nous ne saurons pas la teneur jusqu'à après le vote, même après que le président soit élu virtuellement. Donc, vous allez commencer, essayez de ne pas interrompre l'autre. Est-ce que vous appellerez vos soutiens à garder leur calme pendant cette période pour ne pas entreprendre d'actes d'incivilité, et est-ce que vous engagez à ne pas crier victoire jusqu'à ce que l'élection ait été ratifiée, certifiée? Je demande à mes supporters d'aller au bureau de vote et de regarder ce qui se passe de très près. Vous savez qu'il y a eu des problèmes à Philadelphie, ils sont allés surveiller, ça s'appelle Poll Watchers, quelque chose d'une organisation très bien. Et ils n'ont pas eu le droit d'entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses assez louches, de mauvaises choses qui se passent à Philadelphie. Je demande à mes supporters, j'espère que l'élection sera équitable. Et si c'est le cas, aucun problème. Mais si je vois des dizaines de milliers de bulletins manipulés, je ne peux pas accepter ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une élection truquée, 80 millions de bulletins. Bon. Et puis, par ailleurs, il y a la triche. On a retrouvé des bulletins dans un panier poubelle il y a quelques jours, et ils avaient tous le nom de Trump dessus. Ça vous paraît une bonne chose? Vos soutiens à garder leur calme pendant que le décompte des votes, et est-ce que vous êtes prêt à ne pas déclarer victoire avant que l'élection soit certifiée? Oui. Comme vous l'avez dit, nous allons dépouiller les bulletins. Certains de ces bulletins ne peuvent pas être ouverts avant le jour de l'élection. Et il va falloir du temps, car il y aura des centaines de milliers de bulletins. Les militaires, ils votent depuis des décennies par correspondance, depuis la fin de la guerre civile. Alors, pourquoi est-ce que pour eux, lorsque c'est les militaires qui votent, ce n'est pas fraudulent, ce n'est pas frauduleux? C'est le même processus. Personne n'a prouvé, n'a démontré qu'il y avait des fraudes avec le vote par correspondance. Si, ça a déjà été prouvé. Vous avez eu la possibilité de répondre. Monsieur le vice-président Biden, poursuivez. Je ne sais pas de quoi il parle. Le fait est que j'accepterai le résultat, et lui aussi. Vous savez pourquoi? Car une fois que le vainqueur aura été déclaré, après le décompte des voix, ce sera la fin
on en aura terminé avec lui. Et si c'est moi qui suis élu, j'accepterai le résultat. Si ce n'est pas moi qui est élu, eh bien, j'accepterai également le résultat. Si je suis élu, je serai le président des démocrates et des républicains. Alors que lui... Messieurs, c'est la fin de ce débat. Les bulletins soient comptabilisés de façon honnête. Qui se poursuivra. Il y a d'autres débats prévus. Monsieur le Président Trump, vice-président Biden, merci pour cette intéressante heure et demie. Et merci d'avoir participé. C'est le premier des 3 débats auxquels vous avez souscrit, et donc nous nous retrouvons ici à la Case Western Reserve University à la Cleveland Clinic, que nous remercions pour avoir accueilli ce débat présidentiel. Le prochain dans une semaine dans l'université de Utah, avec également le débat des candidats à la vice-présidence, Harris et Mike Pence, Madame Harris, Monsieur Pence, et nous nous retrouverons alors. D'ici là, je vous souhaite une bonne nuit. 4h39 sur BFM TV. On vient de vivre pendant un tout petit peu plus d'une heure et demie le premier débat pour la course à la Maison-Blanche. Donald Trump contre son rival démocrate Joe Biden. Alors parmi les termes abordés, la crise sanitaire liée au Covid-19, les violences policières, les terribles incendies qui frappent les États-Unis ou encore la situation fiscale de Donald Trump. 90 minutes de débat, du punch, des attaques personnelles. Donald Trump qui défend son bilan. Ulysse, on s'y attendait, c'était un débat très énergique. Quelle violence! Quelle tension! Et vous dites des uppercuts, oui, il y a eu des uppercuts, mais il n'y a pas eu de chaos. Mais on a été frappé par la tension qui a régné pendant tout ce débat, avec un Donald Trump qui a cherché à interrompre à multiples reprises Joe Biden, un modérateur qui tentait de ramener, je dirais, le calme sur le plateau. Dès les premières secondes, d'ailleurs. Dès les premières secondes, et un Joe Biden, lui, qui tentait de fixer la caméra pour parler directement aux Américains. Donc une très grande tension avec des injures, des noms d'oiseaux à quasiment toutes les 5 minutes. On a vu par exemple Joe Biden traiter Trump de clown, de menteur, de raciste. Un débat qui finalement était assez chaotique. Et on a vu Trump accuser Joe Biden de tous les maux, s'en prendre à l'un de ses fils qu'il accuse de corruption. Donc ça a été extrêmement intense, extrêmement tendu. Et ça s'est terminé par, je dirais, un moment assez inquiétant lorsqu'on a demandé aux 2 candidats s'ils respecteraient le choix des électeurs, le résultat des élections lorsqu'il serait certifié. Et on a eu d'un côté un Joe Biden qui a dit si je perds, j'accepterai ma défaite. Si je gagne, ça en sera fini avec Donald Trump à la présidence. Et on a vu un Donald Trump qui a dit mais ça pourrait prendre des mois pour connaître le résultat des élections. Des mois. C'est une menace qui pèse en fait sur le résultat de ce scrutin et on voit donc que cette tension va se refléter dans les jours à venir. Et on en parle tous ensemble dans quelques instants. On va également retrouver dans une minute Jean-Bernard Cadier sur place. Mais avant, on va réécouter les moments forts de ce premier débat, notamment quand Joe Biden a attaqué Donald Trump sur le bilan Covid. 200 000 personnes sont décédées sous son administration. Parmi celles qui ont survécu, il y a 7 millions de personnes qui ont attrapé le Covid. S'ils se débarrassent de la loi sur la couverture santé, qu'est-ce qui va leur arriver? Des dizaines de milliers de militaires sont morts parce que vous n'avez pas pu leur fournir une couverture de santé à la hauteur. Alors ne me parlez pas de ça. Si vous vous teniez ici à ma place, il y aurait eu 2 millions de morts parce que vous n'auriez rien fait. Vous ne vouliez pas fermer le pays à la Chine alors qu'elle était gravement infectée. Jean-Bernard Cadier, vous êtes à Cleveland pour BFM TV. Vous avez suivi le débat. Il y a eu beaucoup d'attaques. Est-ce qu'on peut déjà se faire une idée sur le gagnant de ce débat? Écoutez, Joe Biden a tenu le coup. C'est ce qu'on retiendra de ce débat. Il a tenu le coup face à un feu roulant d'attaques, d'interruptions. Le nombre d'interruptions, on va certainement le connaître dans les heures qui viennent. Le nombre de fois où Donald Trump a interrompu à la fois Joe Biden, mais aussi le modérateur. Donald Trump était dans une humeur extrêmement offensive, extrêmement agressive. Il interrompait, il attaquait, il assénait, et Joe Biden a tenu le coup. Dans le contexte général de cette élection, où Biden est en avance dans les sondages, où Trump disait, il est en avance dans les sondages, mais il n'est pas solide, il est vieux.
il est sénile, il ne tient pas le coup. Lorsqu'on voit un Joe Biden qui tient le coup face à des attaques d'une telle violence, on se dit que Biden peut être considéré comme le vainqueur au point de ce débat. Il n'y a pas eu de chaos, il n'y a pas eu de coup dur, de coup fatal. Joe Biden ne s'est pas effondré, Trump non plus. Et paradoxalement, au milieu de toutes ces attaques, les coups les plus durs ont été portés par Biden, d'une voix beaucoup plus douce, plus souriant. Notamment quand il a dit cette phrase, qui sera certainement la phrase qui restera de ce débat. Mais tu vas la fermer, mon gars. Will you shut up, man, en anglais. Tu vas la fermer, mon gars. Il s'adressait au président des États-Unis. C'est évidemment cette phrase qu'on va... Alors, il l'a dit avec sourire, donc c'est un petit peu passé. Mais dès maintenant, il paraît que la campagne Biden fait imprimer des t-shirts avec cette formule. Tu vas la fermer, mon gars. Il l'a aussi traité, le président Trump, de toutou de Vladimir Poutine. Il a dit qu'il n'était pas intelligent. Enfin, il a réussi à placer quelques attaques. Trump, lui, a marqué des points, évidemment, quand on a parlé de l'économie. Il a marqué des points quand on a parlé de la police, de la loi et de l'ordre. Ça n'est pas une victoire écrasante de Biden. Disons que compte tenu du fait que Trump avait mis la barre tellement bas en disant Biden va s'effondrer, le seul fait que Biden ne se soit pas effondré est positif pour l'ancien vice-président. Alors Jean Bénard, vous venez de parler justement de l'ambiance électrique sur le plateau entre les deux hommes. On va écouter justement ce moment où Joe Biden traite Donald Trump de menteur. Tout ce qu'il a dit depuis le début du débat est un mensonge. Tout le monde sait que c'est un menteur. Je voudrais juste... Monsieur le Président, pouvez-vous le laisser terminer? Il n'est pas capable de faire ça. À plusieurs reprises, Joe Biden a traité Donald Trump de menteur. François Durper, est-ce que Joe Biden a tenu ou est-ce qu'il a marqué des points? Alors, si on veut savoir un peu qui a gagné le débat, on va se tourner vers les électeurs de Trump et 9 sur 10 vous diront Donald Trump a gagné. On va se tourner vers les électeurs de Biden et 9 sur 10 vont vous dire Joe Biden a gagné. Ce qui compte, c'est évidemment ces quelques électeurs, ils sont moins nombreux qu'en 2016, qui disent on n'est pas encore sûr de notre vote. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que là, on est en train de savoir qui a gagné un débat, on n'est pas en train de savoir qui va gagner l'élection. Ulysse disait avant le débat, il a 24% seulement des Américains disaient Donald Trump a gagné contre Hillary Clinton. Ça veut dire qu'il avait perdu contre Hillary Clinton et il a fini par gagner l'élection. En tout cas, ce qui est important, hommage à celui qui a essayé de traduire le débat, c'était très chaotique, c'est un mot qui revient. Bon, la presse américaine, on a les premiers mots de la presse américaine, c'est vraiment le mot chaos qui est le mot le plus important. Pourquoi chaos? Eh bien parce que Donald Trump avait choisi cette stratégie de l'interruption. On avait vraiment l'impression qu'il jouait son va-tout. 60% des Américains lui décernaient le brevet d'énergie, plus énergique que Biden. Ils seront peut-être encore plus nombreux à dire c'est un président énergique. Joe Biden lui avait une autre stratégie, effectivement. Regardez face caméra, regardez les Américains, et il y a cette anecdote, à un moment donné, Donald Trump critique la famille, critique Hunter notamment. Hunter, il répétait, le fils de Joe Biden, il a reçu 3,5 millions de dollars de Moscou, il répétait ça en boucle, et il a choisi, Joe Biden, de se tourner vers les Américains en disant, ce qui compte, ce n'est pas la famille de Joe Biden, ni la famille de Donald Trump, ce sont les Américains, ce sont les familles américaines. Donc là, de toute évidence, il y avait une stratégie très différente des deux côtés. On n'a pas vu d'ailleurs Donald Trump se tourner vers la caméra. Il se tournait soit vers Chris Wallace. D'ailleurs, Chris Wallace a été, et les partisans de Donald Trump sans doute diront qu'il a été sans doute beaucoup plus sévère contre Donald Trump que contre Joe Biden. On va retrouver tout de suite notre correspondant Jean-Bernard Cadier depuis Cleveland, avec beaucoup de respect. Jean-Bernard, évidemment, vous avez l'expérience de ces débats. Est-ce que vous aviez déjà assisté à un débat aussi rude, aussi violent ? Non, évidemment. Écoutez, c'est ma 6e campagne, hein, disons-le doucement, mais c'est ma 6e campagne. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un débat aussi vif, aussi violent, avec autant d'agressivité, avec autant d'interruptions.
beaucoup plus d'interruptions du côté de Donald Trump, c'est clair, mais aussi quelques phrases cinglantes lancées par Joe Biden. Un débat d'une violence inouïe où il y avait très peu d'informations sur les programmes, où les téléspectateurs ont très peu appris de choses. Alors, est-ce que ce sont deux énergumènes qui s'énervent sur une scène alors que le pays regarde tranquillement ce débat? Non. Ces deux hommes sont énervés parce que le pays est énervé. Le pays est divisé. Et je crois qu'on peut dire que dans tous les living rooms, dans tous les salons américains, il y avait la moitié des Américains qui levaient le poing en l'air chaque fois que Trump marquait un point, et l'autre moitié qui levait le poing en l'air chaque fois que Biden marquait un point. On est dans un pays profondément divisé, plus divisé que jamais. La politique américaine, on le voit au Congrès, on le voit partout, est plus divisée que jamais. Et quand on arrive à ce moment de catharsis qui est le débat présidentiel, il est évident que cette division, ces fractures sont ressenties profondément. C'est pourquoi ce débat ne pouvait être que violent. Il l'a été, mais aucun des candidats ne s'est effondré. Les deux autres débats le seront certainement aussi. La question est de savoir sur la petite minorité d'Américains qui n'avaient pas encore pris leur décision, s'ils vont être convaincus par les arguments des uns et des autres, ou surtout par le caractère, le comportement physique quasiment de chacun de ces candidats au milieu de cette tempête. Alors, il y a eu beaucoup d'attaques personnelles. Joe Biden a évidemment attaqué son rival Donald Trump sur sa situation fiscale. Le président des États-Unis qui aurait payé 750 € d'impôts en 2016. Et regardez comment Donald Trump s'est défendu. Chacune de ces 2 années d'impôts, des millions de dollars d'impôts sur le revenu. Et d'ailleurs, un des articles disait montrez vos avis d'imposition. Millions de dollars une autre année, 20 vos avis d'imposition. 20 millions de dollars une autre année. Mais vous verrez, mais dès que ce sera fini, vous verrez. Allez voir le Board of Elections et il y a un rapport épais comme ça qui vous décrit toutes les banques que j'ai, etc. Je n'ai pas du tout un taux d'endettement maximal. Ulysse Gosset, ça c'est un sujet qui va gangréner la fin de campagne. Oui, mais on a vu la stratégie de Trump en la matière. Il est très cash. Il a défendu en fait sa politique d'optimisation fiscale, c'est-à-dire payer le moins d'impôts possible en déclarant des pertes très importantes. Je ne veux pas payer d'impôts, il l'a dit clairement Donald Trump, mais il n'a tout de même pas montré sa feuille d'impôt comme le lui a redemandé à plusieurs reprises Joe Biden. Lui l'a fait Biden. Pardon, alors que Biden, juste avant le débat, effectivement, a publié, comme à chaque élection, puisque c'est la 3e fois qu'il se présente, sa feuille d'impôt. Donc là, on était dans un face-à-face où chacun est resté sur ses positions. Trump, vous savez, il joue aussi sur la colère des Américains face au fisc américain, l'ARS, qu'il déteste parce qu'il leur demande trop d'argent. Il défend, en fait, l'Américain qui essaie de payer le moins d'impôts possible. Évidemment, ça ne passe pas du côté de Joe Biden. On a vu d'un côté le vice-président très respectable, très calme, très posé, et de l'autre côté un Donald Trump très offensif, mais qui ne change pas sa position et qui dit c'est mon droit. Et d'ailleurs qui dit à Joe Biden, c'est vous qui, avant que j'arrive à la Maison-Blanche, avez fait voter des voix permettant justement de payer le moins d'impôts possible. Alors si c'est vrai effectivement qu'il n'a payé que 750 $ d'impôts, ce n'est pas forcément illégal. Et c'est là-dessus qu'il se base. Donc on voit que sur ce débat, sur les impôts, c'était quasiment finalement une victoire des deux côtés. Et on va tout de suite écouter justement un moment fort de ce débat sur Joe Biden qui dit que Donald Trump est le pire président de l'histoire. Écoutez. Vous étiez président pendant 4 ans. Vous étiez sénateur. Le pire président de l'histoire des États-Unis. Vous êtes le pire des présidents. Quelque chose. En 47 mois, j'ai fait plus que vous en 47 ans. Jean-Mal Arcadier depuis Cleveland. Un sujet a été évoqué également, celui de la passation de pouvoir. Là-dessus, c'est encore le flou. On peut même parler d'inquiétude. Oui, d'inquiétude et même de tension. Ce sera peut-être, c'est là qu'il y a peut-être le plus d'informations dans ce débat parce que le président Trump a répété qu'il n'avait pas confiance a priori dans le système et que donc il n'était pas prêt a priori à respecter le résultat de cette élection. Lorsqu'il a dit qu'il y aurait beaucoup de fraude, il en était persuadé que tout ceci durerait des mois et qu'il espérait que, in fine, cela soit tranché par la justice et donc la Cour suprême qui est en sa faveur. Ça donne vraiment l'impression que le candidat président Trump n'accepte pas a priori la
la règle du jeu. Ce qui était très frappant, c'était l'attitude de Biden face à ça. Biden aurait très bien pu s'insurger en disant « dictateur, coup d'État, non-respect de la démocratie ». Très calme Biden, très très calme, en disant « mais non, ne vous inquiétez pas, s'il perd, si c'est moi qui ai le plus de voix, je serai président » et il s'en ira. Une sérénité qui contrastait énormément avec la vigueur, la violence de Donald Trump sur cette question de la transition, cette question du respect du résultat va certainement animer le débat dans les jours qui viennent. Juste en un mot, Jean-Bernard Cadier, pour vous, qui a gagné, Trump ou Biden ? En un mot, c'est toujours difficile. Trump a beaucoup dit que Biden était sénile. Biden s'est montré solide. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut dire qu'avec quelques points d'avance, c'est plutôt Biden qui a gagné. François Durper, même question. Qui a gagné? D'un mot. Ce sont les Américains dans quelques heures qui le diront au sondage d'opinion, mais ça ne nous dira pas qui va gagner l'élection le 3 novembre prochain. Selon vous, qui était le plus fort ce soir? La stratégie de Joe Biden est, de mon point de vue, une stratégie qui pouvait être gagnante sur les indécis. Élise Gosset. Trump a gagné sur le mode de l'attaque. Il a été vraiment très offensif et il a marqué des points. Il a piqué au vif Joe Biden, mais Biden a résisté. Il a fait preuve effectivement d'un grand calme, d'une grande sérénité. C'était le grand test pour Biden. Pourra-t-il tenir, compte tenu de son grand âge, 77 ans, pendant 90 minutes sans s'effondrer ? Il l'a fait. Je dirais que ce soir, comme il n'y a pas eu de chaos, victoire au point de Joe Biden. Merci à tous les deux pour votre analyse. Merci également à Jean-Bernard Cadier et à Cédric Fesch pour l'ensemble de leurs précisions sur place. Il est 4h54 sur BFM TV. L'actualité aujourd'hui marquée évidemment par ce premier débat pour la course à la Maison-Blanche entre Joe Biden et Donald Trump. The 200,000 people that have died on his watch. 200 000 personnes sont décédées sous son administration. Parmi celles qui ont survécu, il y a 7 millions de personnes qui ont attrapé le Covid. S'ils se débarrassent de la loi sur la couverture santé, qu'est-ce qui va leur arriver? Des dizaines de milliers de militaires sont morts parce que vous n'avez pas pu leur fournir une couverture de santé à la hauteur. Alors ne me parlez pas de ça. Si vous vous teniez ici à ma place, il y aurait eu 2 millions de morts parce que vous n'auriez rien fait. Vous ne vouliez pas fermer le pays à la Chine alors qu'elle était gravement infectée.